C'est requis contre le prévenu Matata Pogno dans le dossier Bukanga Lonzo. Le ministère public, dans ses réquisitions devant la Cour constitutionnelle, a également demandé l'arrestation immédiate de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, poursuivi pour détournement des deniers publics. Les trois prévenus n'étant pas présents, le défaut de comparution a été retenu contre eux par la Cour constitutionnelle. Le ministère public au procès Bukanga Lonzo a requis la peine maximale contre les trois prévenus. 20 ans pour Matata Pogno avec inéligibilité de 10 ans à la fin de la peine. Grobler a expulsé à l'expiration de sa peine et Mutombo Mwana Nyembo a gardé loin des fonds publics pendant 5 ans. À l'audience de ce 23 avril, le défaut a été retenu contre les prévenus qui ont choisi de s'absenter sans raison aucune, alors qu'à l'audience précédente, ce sont eux-mêmes qui avaient sollicité la remise contre l'avis du ministère public. Avant le réquisitoire du procureur général, les trois inspecteurs des finances qui ont audité le projet Bukanga Lonzo ont renseigné la Cour sur tous les éléments d'éclairage dont elle avait besoin. Le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta, a pris l'affaire en délibéré et le verdict est attendu le 14 mai prochain, date de la prochaine audience. Je crois que pour ce qui concerne les éclaircissements, la Cour est suffisamment éclairée. Nous avons voulu, si les prévenus étaient là, on pouvait prendre même 3 jours d'instruction. Voilà, et à présent, cette sensibilisation à la cohésion nationale dans la province du Haut-Katanga par le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, Samuel Kilolo, il a appelé les jeunes, notamment les motocyclistes, à promouvoir le patriotisme et à dénoncer les agitateurs en cette période de crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Samuel Kilolo Yumba, sensibilise ses électeurs de Kasenga sur le patriotisme et la défense de l'intégrité du territoire national. Devant la jeunesse de sa circonscription électorale, réunie aux côtés du comité local de sécurité et de l'administrateur du territoire de Kasenga, le rapporteur adjoint du bureau de l'organe délibérant du Haut-Katanga a sensibilisé les jeunes, dont la plupart sont des motocyclistes, au vivre ensemble et à la vigilance citoyenne, ainsi qu'à la dénonciation de tout agitateur afin de barrer la route à l'ennemi qui agresse l'est du pays. Lorsque vous transportez quelqu'un, vous devez savoir d'où il vient. Vous avez le devoir de contribuer à la sécurité de Kasenga et rester fidèle au chef de l'État. Nous devons bannir tout message de haine. Samuel Kilolo Yumba ne s'est pas seulement limité là. Il a offert plus de 100 sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga aux motocyclistes qui étaient en recyclage sur le code routier initié par le ministère provincial de Transport. En cette période où le pays fait face à l'invasion des mercenaires et ennemis qui ne visent que le pillage des ressources naturelles, Samuel Kilolo Yumba a répondu à l'appel du chef de l'État de barrer la route aux ennemis de la nation. Général à la reconstruction a clôturé hier mardi 22 avril 2025 l'atelier de validation de la feuille de route 2025 et la cérémonie s'est clôturée dans la salle d'Aramba au sein du bâtiment de la territoriale, marquant une étape clé dans la planification des projets futurs. L'atelier de validation de la feuille de route 2025 organisé par le secrétariat général à la reconstruction s'est clôturé ce mardi 22 avril 2025. Cette feuille de route est la synthèse des 10 autres feuilles de route produites par les 10 directions que compte le secrétariat général à la reconstruction, réalisées et présentées par les experts sectoriels aux travaux en plénière. Après un débat houleux, la feuille de route 2025 a été validée par l'ensemble des participants. Le secrétaire général à la reconstruction, Alexis Kaloua Mwangala, s'est félicité de la qualité du travail abattu par les architectes, ingénieurs et experts de cette administration centrale avant d'exhorter les cadres et agents de s'approprier de ces travaux qui constituent une boussole dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de plusieurs invités, parmi lesquels les anciens secrétaires généraux à la reconstruction et les responsables des entreprises sous tutelle, à savoir l'Office des routes, l'Agence congolaise des grands travaux et l'Office de voirie et drainage. C'est le conseiller administratif du ministre d'État aux infrastructures, travaux publics et reconstruction, Janine Otoo, qui a prononcé le mot de clôture de cet atelier. Et la Turquie célèbre aujourd'hui le 104e anniversaire de son indépendance. À Kinshasa, l'ambassadeur de la Turquie en RDC a réuni les élèves de l'école internationale Maarif pour commémorer cette journée qui coïncide aussi avec la célébration de la journée de l'enfance. D'autres détails avec Eric Kabamba. Téléphone à l'oreille, document en main, cet élève de l'école internationale Maarif vient de prendre la tête de la direction de cette école turque pour 24 heures seulement. Dans cette vidéo projetée, l'assistance est émerveillée par sa gestion d'une journée. Le scénario est bien similaire dans tout le territoire de la Turquie où les enfants, en ce 23 avril, jouent au chef des institutions. Cette journée marque la célébration de la journée de l'enfance et aussi la souveraineté nationale. L'événement est célébré depuis 1920. Pour ce 104e anniversaire, les élèves de cette école ont lancé un message de compassion aux enfants congolais de l'Est en pleine agression rwandaise. Trop d'enfants grandissent dans des zones de guerre, privés de sécurité et de paix. D'autres encore souffrent de la faim, sans accès à une alimentation saine ni à des soins médicaux. L'ambassadeur turc en RDC a lui aussi participé à cette célébration aux côtés des enfants de toutes ces écoles RDC. Actuellement, les enfants de Goma ainsi que de Gaza attendent un soutien plus ferme de l'humanité. Finalement, ce sont les générations futures qui paient le prix des ambitions de ceux qui ont oublié qu'ils ont un jour été aussi enfants. Le directeur pays de la Fondation Maarif de Turquie a lui dédié cette journée aux enfants du monde entier. Que cette journée inspire en chacun de nous un engagement renouvelé envers l'éducation et les droits de l'enfant. Des folklores, des chants, danses et poèmes à l'image de la tradition turque et congolaise ont clôturé cette journée. Question de mieux faire passer le message au public sur l'importance de cette journée de l'enfance et aussi de la souveraineté nationale. À quand la fin des travaux du chantier du stade Lumumba Matadi? Eh bien, le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction a été entendu au cours de la plénière du mardi 22 avril 2025 devant les députés provinciaux du Congo central. Il a été interpellé sur le retard considérable accusé dans l'exécution des constructions. Otosongo, commentaire. C'est depuis plus de 10 ans que les travaux de construction du stade Lumumba Matadi ont débuté. Ces travaux avancent à pas de tortue. L'Assemblée provinciale du Congo central s'est saisie du dossier au cours d'une plénière houleuse. Les parties prenantes ont été auditionnées. Le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction et les entreprises de construction ont donné leur version des faits devant les députés provinciaux. Le président de l'Assemblée provinciale, Mantezolu Diatezwa Papi, explique la mission de cette commission. L'Assemblée provinciale vous a invité afin d'éclairer la lanterne de la représentation provinciale sur l'évolution des travaux du stade Lumumba. Par contre, nous avons d'abord donné la parole à votre Excellence pour présenter la situation et par après, c'est là que nous avons pas pouvez déjà donner lumière et les députés vont prendre la parole et ouvrira les débats. À Matadi, comme partout dans le Congo central, tout le monde attend la fin définitive de ces travaux et sa livraison au public sportif. Dans la province du Sud-Ubangi, suite à la démission de Martini Ngandakoué, ancien président de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux ont été élus un nouveau président. Ce changement souligne la continuité des institutions malgré les départs des personnalités politiques.
Un nouveau président à la tête de l'Assemblée provinciale du Chimongi, l'honorable Malachi Adoubali Koudou, élu de la circonscription électorale de Boudjala pour le compte du regroupement politique APA-MLC, vient d'être investi de la confiance de ses collègues députés provinciaux. Étant donné qu'il était candidat unique, cela s'est fait par acclamation conformément aux prescrits du règlement intérieur de cette institution politique. Au cours de la plénière de ce mardi 22 avril 2025, présidée par le vice-président, l'honorable Papi Malumba Ndoko, qui assumait l'intérim du président qui avait démissionné il y a de cela 3 mois. L'élément déclencheur de cette élection, c'est la motion incidentielle soulevée par l'honorable Sandrine Molo qui proposait l'élection du président Ik Et Nouk afin que le bureau de l'Assemblée provinciale affiche complet. Prenons la parole avant de l'installer officiellement dans son fauteuil et de lui remettre le marteau de commandement. Le président intérimaire n'a pas manqué de lui prodiguer quelques sages conseils. Enfin, au paroxysme de la joie, le désormais président de l'Assemblée provinciale du Chimongi à la presse pour livrer ses impressions. Notre présence va motiver davantage les honorables députés à travailler fort pour que nos travaux parlementaires puissent émerger. Mon message c'est de nous faire confiance. Mais faire confiance aussi aux honorables députés parce que sous ma direction, effectivement, je ne vois pas le poste que je viens de prendre, mais je vois plus la responsabilité que j'ai par rapport à la motivation que notre institution doit amener au niveau provincial. Parce que l'exécutif provincial ne travaille que sous l'impulsion de l'Assemblée. Il ne fait qu'exécuter ce qui est conçu au niveau de l'Assemblée. Et c'est ça ma responsabilité. C'est ça la responsabilité des honorables députés. Voilà, et une campagne de vaccination visant plus de 280 000 animaux a été lancée dans 1300 fermes des territoires de Féchi de Kasongolunda, dans la province du Kwango. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Chimanga, a lancé officiellement cette campagne à Kenge en présence du gouverneur de province, nous dit Rodi Panda. Plus de 28 250 êtres de gros bétail répartis dans 1383 fermes seront vaccinés dans les territoires de Féchi et Kasongolunda, province du Kwango. La péripneumonie contagieuse, bovine, les charbons symptomatiques et la pastérolose sont là les principales maladies ciblées. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Willy Bitwisila, Lusunji, des cadres, techniciens du ministère, des autorités locales, coutumières, les partenaires ainsi que les organisations professionnelles des éleveurs du Kwango. À l'occasion, le patron de l'élevage congolais a remis au nom du gouvernement de la République des moyens logistiques et matériels ainsi que des doses de vaccins pour faciliter cette campagne. Je vais d'abord commencer par remercier le chef de l'État, garant de la nation, et le gouvernement dirigé par son Excellence Madame la Première ministre l'effort qu'ils ont fourni en nous permettant de venir remettre de Kwango, de Kwilu, le vaccin pour riposter contre les zoonoses qui les ciblent au cheptel. Si on n'aide pas la population à mettre fin à ces zoonoses qui déciment le cheptel, la population ne va pas atteindre le rendement qu'il faut pour créer la richesse, pour lutter contre la malnutrition et lutter contre la pauvreté. Pour le poste, Jean-Pierre Chimanga-Bwana a également lancé un appel de collaboration des éleveurs en vue de faciliter l'accès aux fermes et garantir l'opération. Il a sur la gratuité en rappelant que des traitements vétérinaires sont également prévus pour éradiquer ces maladies. La coordinatrice nationale adjointe du programme de développement, démobilisation et stabilisation, PDD-RCS, a lancé à Béni, dans la province du Nord Kivu, les opérations de désarmement des ex-combattants, initiative qui vise à leur remettre officiellement les cartes biométriques. Peggy Mukunda, reportage. Une délégation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS, conduite par la coordonnatrice adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, à Béni, dans la province du Nord Kivu, avec pour mission le lancement officiel des opérations d'identification, de vérification et d'orientation des ex-combattants ayant décidé de tourner les dos à la violence en acceptant de déposer les armes et de s'inscrire dans le processus de paix promis par le PDD-RCS. Je viens pour remettre des cartes de démobilisés
aux éléments qui avaient été. Quand une personne reçoit sa carte de démobilisé, c'est une fierté. Et ainsi se sent libre de pouvoir reprendre sa vie là où il avait laissé et pouvoir entrer dans ces projets de réinsertion et réintégration. Et nous avons besoin de chaque citoyen pour bâtir cette paix et consolider la éléments issus principalement des groupes armés d'autodéfense opérant dans les territoires des Béni et Lubero se sont d'ores et déjà manifestés pour intégrer ces processus. Ces anciens combattants attendent à présent la poursuite des opérations, notamment leur enregistrement biométrique, étape cruciale qui permettra leur identification ainsi que la remise officielle des cartes de démobilisés, symbole de leur engagement à réintégrer la vie civile. Tandis que dans la province de Tanganyika, plusieurs groupes armés ont capitulé, remettant leurs armes aux autorités. Ces ex-combattants ont choisi de s'intégrer au mouvement de volontaires Wazalendo. L'appel à la reddition des groupes armés actifs au Tanganyika, lancé par le gouverneur Christian Kitongwa, continue à rencontrer un écho favorable au sein des plusieurs ministres d'autodéfense. Les groupes Fimbo na Fimbo de Michel Bitonto, celui du commandant Seba et bien d'autres ont favorablement répondu à cet appel en rendant armes auprès des autorités tant politiques que militaires. Kasongo Salomou Daniel Johnson, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, émissaire du gouverneur à la cérémonie de reddition, a encouragé les rendus à mutualiser désormais leurs forces aux côtés des autorités civiles et militaires afin de lutter contre la menace de l'ennemi en privilégiant l'intérêt de la province. Baba Commanda Michel Amandi. Je reçois cette arme en signe de votre reddition. Vous avez accepté de venir combattre l'ennemi aux côtés de Wazalendo parce que vous ne pouvez pas accepter que notre pays soit vendu auprès de l'ennemi. Marchant sous la vision du gouverneur Christian Kitongwa est toujours déterminé à veiller à la sécurité de la population, Kasongo Salomou Johnson a invité les habitants du village Sangomutosha à collaborer avec les autorités en dénonçant tout cas suspect afin de réduire sensiblement les phénomènes coupeurs des routes. Le chef du village Sangomutosha a été mis devant ses responsabilités face à la recrudescence des cas de vol dans ces coins. Une mise en garde sévère lui a été donnée en vue de les pousser à travailler pour la cause communautaire. Résultat, 3 présumés coupeurs de route actifs sur cet axe ont été arrêtés et déférés devant les instances judiciaires. Terminant son périple en territoire de Nyonsu, le ministre de l'Intérieur a dansé un meeting populaire, prêché l'unité et l'engagement patriotique en sensibilisant la population à lutter aux côtés des FARDC, des voyants Wazalendo et du commandant suprême pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Cette tournée du ministre de l'Intérieur et Sécurité prouve la détermination du gouvernement provincial à pacifier tous les coins et recoins du Tanganyika pour aider à main le développement moteur de la reconstruction de la province. À la cour d'appel de l'Ituri, plus de 60 avocats ont prêté serment. Le bâtonnier de l'ordre du barreau a souligné l'importance du respect de la déontologie. Magie commentaire. La liste des avocats inscrits sur le tableau du barreau de l'Ituri s'allonge. En effet, 65 avocats dont 21 ont renouvelé leur serment et 43 autres ont prêté serment comme avocats stagiaires. C'était au cours d'une cérémonie solennelle publique à la cour d'appel de l'Ituri. D'obéir à la loi, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, et de conseiller ou de défendre aucune cause, et je déclarerai justice à mon âme et conscience. De votre renouvellement de serment en qualité d'avocat, et vous présente ces félicitations. Occasion pour les doyens des ordres des avocats en Ituri, Rifin Louko, parlant au nom du bâtonnier, maître Joseph Keta Ourinho, d'appeler les récipiendaires au respect de leur serment afin de contribuer pour la consolidation de la paix en Ituri à travers la justice. Il faut maintenant les former pour qu'ils deviennent des avocats comme nous et qui soient meilleurs que nous en respectant la loi congolaise. Et cette loi, on l'appelle le droit positif, constitué par plusieurs lois
et qui respecte surtout et en particulier la déontologie des avocats, le respect dit aux magistrats, le respect dit aux autorités, le respect dit aux clients et aux confrères et en particulier le respect dit à nos lois. Signalons que depuis son installation, le barreau de l'Ituri compte plus de 700 avocats dans son affaire. À présent, ce lancement de la campagne d'identification et de contrôle technique des engins roulants dans la province de la Chopo par le ministre provincial des Transports, Guillet Mouguenyan. C'est dans le souci de doter la province de la Chopo d'un fichier fiable des engins automoteurs que le gouvernement provincial, à travers son ministère provincial des Transports et Voies de Communication, lance ces jours les opérations de ces véhicules dans le directeur général de la DGRP gouvernement de la Chopo pour la réalisation ici permettra à son institution financière de maîtriser l'objectif des véhicules dans la province. Prenant la parole de l'autorité provinciale, Ghislain Moguenya Baraka, ministre provincial des Transports et Voies de Communication, attire l'attention des agents commis pour ces activités et invite les utilisateurs à suivre l'exemple du gouvernement provincial dont les véhicules ainsi que ceux des membres du gouvernement sont identifiés. Tous les malfrats dans la Chopo, les moyens de transport. Aussi longtemps que les véhicules ne sont pas identifiés, voilà pourquoi la difficulté de repérer les malfrats. Nous allons inviter les services commis pour exercer ces activités d'être sérieux. La souffert sans avoir une base de données. Tout celui qui n'acceptera pas que son véhicule soit enregistré dans la base de données de la province, en tout cas, il retrouvera là devant lui. Ensuite, s'en est suivi l'identification. Les responsables d'un véhicule présentent les données de son engin pour recevoir une fiche d'identification, puis la capture d'une photo, enfin l'obtention d'une carte de sécurisation des données. Le directeur général du Fonds national d'entretien routier, celui de la Fédération des entreprises du Congo, séjourne à Kolwezi dans le Lualaba et cela dans l'objectif de mobiliser les recettes dans cette province. En mission de travail à Kolwezi, dans la province de Lualaba, le directeur général du Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, ont organisé une matinée d'échange avec les opérateurs économiques, les entreprises minières, sous les thèmes l'impératif entretien et protection des infrastructures routières et voies urbaines, facteurs de développement, et la perception de la redevance annuelle sur la charge à laisser. Il a été question de réfléchir sur la réduction des charges des transporteurs pour protéger les routes qui régénèrent les recettes dans l'ensemble du territoire national. Pierre Mundouki, directeur général FONER, s'est apaisanti sur le respect des taxes qui aiderait les FONER à financer les travaux de construction de routes et beaucoup plus respecter les tonnages. Le montant collecté par le FONER, qui est plus ou moins de 160 millions de $ à l'an, ne permet pas de financer l'entretien surtout le pratiquement du moitié de la RDC. Nous avons des gaps routes sur l'ensemble du pays à peu près des 800 millions de $ de gap, et pour le réseau ultra-prioritaire nous avons un gap à peu près de 400 millions de $. C'est ainsi que nous sommes venus parler avec les opérateurs économiques. C'est quand même eux qui mobilisent cet argent-là, c'est quand même eux qui payent ces redevances pour qu'on se mette d'accord, parce que la fraude ne profite pas au pays, la fraude ne profite pas à la FEC, la fraude ne profite pas au FONER. La FEC s'est dit satisfaite de cet échange fructueux avec le FONER pour trouver des solutions dans les routes. Merci à tous les membres qui sont présents. Vous êtes quand même déplacés pour assister à cette réunion d'échange avec le FONER. 250 jeunes filles de divers établissements de la capitale poursuivent le concours maths au féminin. Après une première phase réussie, cette initiative met en avant l'excellence scientifique féminine avec à la clé 50 bourses universitaires. Promesse d'avenir, nous dit Keren Kankolongo. Elles ont franchi la première étape avec succès. C'est parti pour le concours mathématique au féminin. Ces filles
Plusieurs écoles de la capitale vont compétir à ce concours destiné à faire la promotion des mathématiques et des sciences chez les jeunes filles. Mes impressions sont que pour la première phase, j'ai trouvé ça assez facile, malgré qu'il y avait certaines questions qui étaient compliquées. Mais j'ai quand même bien passé cette phase, c'est comme ça que j'ai pu passer à la deuxième phase. Pour la deuxième phase, je ne stresse pas trop, mais il y a quand même un peu de stress, mais je me dis que Dieu est au contrôle et que tout va bien marcher. Après la première phase qui s'est déroulée la semaine dernière dans 5 provinces éducationnelles, place à la deuxième phase qui compte 250 participantes, réunis tous aux différents sites respectifs de la capitale, notamment l'Athénée de la Gombe, le lycée Motema Mpiko, l'aire Cardinal Moussengo, l'Institut technique de Njili et enfin l'école Maman Sifa. Aujourd'hui, c'est la deuxième phase du concours de mathématiques au féminin. La deuxième phase regroupe 200 participantes. La première phase, élimination en direct, nous avons eu 400 participantes. La deuxième, 200, donc 40 par site dans province éducationnelle. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Athénée de la Gombe, où les filles sont en train de passer leurs épreuves. Et les mêmes épreuves se passent dans les 5 provinces, à Lukunga, à Funa, à Tchango, Moamba et Plateau. Pour celles qui ont échoué pour la première phase, ne vous découragez pas, c'est une nouvelle expérience. Et pour celles qui continuent, courage à vous, car les bourses sont déjà près de vos portes. À retenir, 50 bourses d'études universitaires seront offertes aux lauréates, un véritable tremplin pour promouvoir l'excellence féminine dans le domaine scientifique. Qui êtes-vous à l'inspection? C'est autour de cette thématique sous forme d'interrogation que les inspecteurs du secteur de l'éducation, province du Kwango, ont suivi un atelier de renforcement des capacités. C'est un reportage signé RTNC Kwango. L'ouverture de renforcement des capacités des inspecteurs de l'EP Kwango 1 par le gouverneur de province du Kwango, William Ituisila. Reçu de son arrivée par la révérende sœur Ambroisine Otui, prophète de Kwango 1, et Simon Pierre Kabakissa, inspecteur principal provincial Kwango 1. Et dans son mot, la révérende sœur Ambroisine Otui, prophète Kwango 1, a souhaité son mot de bienvenue au gouverneur de province, à tous les inspecteurs venus répondre au présent à cet atelier, tandis que l'inspecteur principal provincial Simon Pierre Kabakissa a tenu un mot, dire grand merci au gouverneur de province Willy Bituisila, toujours disponible aux aussi aux inspecteurs, mettre à profit ces enseignements de cet atelier, de prôner surtout l'unité dans le travail. Cette rencontre est organisée pour tous les inspecteurs de ma province éducationnelle de Kwango 1. Quel est l'objectif et quel est le thème? Le thème, c'est, vous savez très bien, c'est le renforcement des capacités des inspecteurs avec vous à l'inspection. Et puis enfin, dans le cadre de la modernisation de ces services et en réponse aux préoccupations lui exprimées par les députés provinciaux de Kinshasa, la Direction générale de la Société nationale d'électricité se lance dès demain, 24 avril 2025, dans un ambitieux programme de desserte en électricité dans 5 communes de la capitale que je vous propose de suivre dans cet élément de reportage de Willy Atunakov. Soucieux d'améliorer tant soit peu la desserte électrique dans la capitale congolaise, le directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL SA, Fabrice Lusinde, vient d'annoncer le lancement dès ce jeudi 24 avril 2025 d'un ambitieux programme ciblé dans ces communes de Kinshasa. Cette annonce a été faite par l'honorable André Kassongo Wakasongo, député élu de la commune de Kassavubu et porte-parole de l'Assemblée provinciale de Kinshasa au sortir des entretiens combien fructueux que le numéro 1 de cette entreprise du portefeuille de l'État a eu avec lui pendant près de 2 heures. Une réponse aux préoccupations profondes des élus provinciaux posées dernièrement au cours des échanges qu'ils ont eus. Ils doivent aussi savoir que la SNEL a besoin de moyens pour fonctionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont des factures aujourd'hui impayées. Ils doivent
doivent aussi payer les factures. C'est un droit, c'est une obligation, c'est un impératif. Une fois qu'ils sont servis, ils doivent aussi payer les factures. Et en payant les factures, c'est pour permettre à SNEL de pouvoir fonctionner correctement. Signalons qu'avec cette initiative, le DG manager Fabrice Lusinde réaffirme l'engagement de la SNEL à collaborer étroitement avec les autorités locales et les représentants du peuple en vue de la poursuite sans faille de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans son secteur. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un point final à ce journal de 19h, coordonné par Pati Tondouango, réalisé par Rodé Panda avec le